J'aimerais retourner parler de certaines choses quand on parle de pâturage et de notre conversation qu'on a eue ici. On va prendre des questions là-dessus et ensuite je vais parler de comment générer des profits, comment partir une entreprise avec votre terrain, avec votre ferme. Alors, une des beautés de déplacer nos animaux à tous les jours, c'est qu'on se teste à tous les jours. Alors, en un mois, vous avez 30 tests. Et si vous vous déplacez à toutes les semaines, vous avez 4 tests. OK? Mais si vous déplacez vos animaux à tous les jours, vous avez 30 tests. Et c'est dans le testage, c'est le fait de tester qui fait en sorte qu'on développe des capacités. Alors, quand on parle de déplacer du bétail à tous les jours, tous les 2 jours, ça peut sembler très intimidant pour quelqu'un qui est comme mes voisins et ne sait même pas comment déplacer les animaux. Mais je peux vous assurer que tout ce que vous faites, si vous le faites assez souvent, si vous sortez demain et vous passez 1 heure par jour à faire du tir de pigeons d'argile, vous allez devenir bon à faire de tir de pigeons d'argile. Et c'est comme ça. Et la capacité demande la répétition. La répétition. La maîtrise demande la répétition. Et quand vous êtes testé à tous les jours, et vous allez sortir aujourd'hui et vous dites, ben, j'ai perdu mon temps. Ben, non, je sors aujourd'hui et je les appelle, le bétail ne veut même pas venir et je leur ai donné 20 de trop. OK? Alors, c'est un test. J'ai donné 20 de trop hier. Alors, aujourd'hui, il faut que je leur en donne moins. Mais ça veut dire qu'il faut que je sache combien je leur ai donné hier. Et donc, la plus grosse défaillance dans tout ça, c'est « Oh, je pense que je vais leur donner... » Je vais aller donner un peu plus d'espace, je vais aller vers cet arbre. Si vous ne savez pas combien d'espace vous leur avez donné, comment pouvez-vous vous ajuster? Comment pouvez-vous savoir si ce que vous faites fonctionne ou pas? Alors, une des façons... Vous savez, je peux dire ça parce que je suis américain et on a des fusils. On tire nos sous-contractants. Si je vais là-bas et j'ai 2 ou 3 questions. Premièrement, combien d'équivalents de vaches est-ce que vous avez? S'il faut hésiter, s'il hésite, je me fâche. Ils devraient pouvoir me dire exactement combien d'équivalents de vaches jour il y a. Et ça peut changer en 60 jours. Alors, imaginez, vous avez 300 veaux de 600 livres. Vous en avez 300 et ils gagnent, disons, 1,5 livre par jour. Fois 300, c'est combien de livres par jour? 450 livres. 300 fois 1,5. Fois 7 jours par semaine. 450 fois 3150. Et donc, si on dit qu'un équivalent de vaches jour, pour la fin de la discussion, est 1000 livres, nos vaches sont petites. On veut des petites vaches, pas des grosses. Alors, disons que notre équivalent de vaches est 1000 livres. 31,50, c'est combien de vaches? 3. Ben, on va arrondir. 3, c'est correct. Okay. On ne fera pas 3,15 vaches. 3, ça va. Alors, le
point que je veux amener ici, c'est que ceux qui sont responsables de ce groupe d'animaux doivent comprendre que chaque semaine, ils gagnent l'équivalent de 3 vaches. Donc, dans ce mois, ce groupe peut aller de 200 vaches à 212 ou 15 équivalents de vaches jour. Et donc, ça a un effet. Un acre, c'est 5000 verges carrées. Et dans les premiers jours, j'ai mis des longs bouts d'adhésif, de papier adhésif, de 100 pieds, disons, et je me pratiquais à compter les pas jusqu'à ce que je puisse compter les pas à 1% de variation. La distance en verge. Okay? Avant le GPS. Aujourd'hui, on peut utiliser le GPS, mais ça nous donne une bonne raison de justifier à votre conjointe un de ces gadgets électroniques avec le GPS. Ce n'est pas des jumelles, non. Oui, on utilise ça pour chasser, pour mesurer les distances, pour que vous puissiez dire que vous avez tué un chevreuil à 500 pieds, ce genre de choses. Mais oui. Alors, c'est pas important de comment vous le faites, mais le point, ce qui est important, c'est que si mon champ est 200 verges de largeur et je dois leur donner 2 acres aujourd'hui, c'est 200 verges de distance et un acre, c'est 500 verges carrées. Alors, si le terrain est 200 verges de long et je dois leur donner 10 000 verges carrées, 2 acres, à quelle distance est-ce que je vais marcher? Combien de verges pour mettre 5 fois 200, c'est 10 000. Alors, si de l'autre côté, c'est seulement 100 verges, où est-ce que je vais marcher? 100 verges. Oui. Alors, mon point, c'est que si je ne sais pas que je leur ai donné 10 000 verges carrées et demain je sors et il y en a moins ou il y en a trop et que je dois m'ajuster, comment est-ce que je peux m'ajuster si je ne sais pas combien je leur ai donné hier? Alors, il faut pouvoir me dire combien d'équivalents de vaches vous avez et combien d'espace, de secteur ils occupent. Et trompez-vous pas. Vous pouvez me le donner en verges carrées ou 1,3 acres ou ce genre de choses. C'est correct, ça ne me dérange pas. Mais vous devez savoir où vous en allez parce que c'est ça le test. C'est le test. Et chaque jour, vous serez testé. Et ce que ça crée sur une très courte période de temps, en un mois, vous avez 30 tests sous la ceinture. C'est important, c'est beaucoup de tests. Et ce qui va arriver rapidement, c'est que vous allez développer une maîtrise de pouvoir vous promener dans un champ et dire, oh, ça c'est 50 vaches par jour, ça c'est 30 vaches par jour, ce gazon-là c'est 80 vaches par jour. Et aussitôt que vous pouvez faire ça, vous pouvez ensuite aller mesurer votre inventaire, votre banque de gazon, comme vous comptez les balles de foin. Et je vais nourrir 10 balles de foin cet hiver et je vais nourrir pendant 100 jours. Combien de balles de foin est-ce que j'ai besoin? 1000 balles de foin. Est-ce que je peux aller compter 1000 balles de foin? Oui. Oui, vous pouvez les compter. Alors, ce que je vous donne une formule pour que vous puissiez vous promener sur votre terrain et prendre ce terrain de 10 acres, disons du gazon de 30 vaches jour, 30 fois 10, c'est 300 vaches jour. Vous l'écrivez. Prenez des notes. Et vous allez au prochain champ, c'est 5 acres, mais c'est 80 jours vaches. 80 vaches jour. Alors,
Alors, 5 fois 80, c'est 400. Vous l'écrivez. Là, on a 7 acres ici. Et c'est 50 vaches jour vaches. Et je l'écris 350. Est-ce que vous me suivez? Je peux ensuite, à chaque semaine, à chaque 2 semaines, je peux aller dans la maison et annoncer à l'équipe ou à moi-même dans le miroir, on a 2000 vaches jour de forage. Et si mon troupeau est équivalent de 50 vaches jour et j'ai 3000 vaches jour de gazon d'inventaire, combien de jours est-ce que ça va me prendre? On a 50 vaches équivalents, 3000 jours vaches. Combien est-ce que c'est pour combien de jours? 60 jours. 3000 divisé par 50 jours vaches, on divise par 50, c'est 60 jours. Alors, je sais que j'ai 60 jours devant moi. Alors, si je vais dans une période de sécheresse, ou combien de foin est-ce qu'on peut produire et en avoir assez pour que les pâturages puissent recroître? C'est une partie de la planification et ça fait partie de l'inventaire que vous développez dans ce système. Est-ce que vous me suivez? Alors, c'est vraiment simple, en fait. C'est une formule simple. Et si vous ne vous rappelez pas de la formule, vache fois jour divisé par acre. Sur Internet, dans notre magasin, vous pouvez avoir un T-shirt avec la formule dessus. OK? Alors, si vous avez besoin de ça pour vous aider. Alors, OK, on fait toujours du marketing. On n'arrête jamais. Alors, cadeau de Noël. J'essayerai même pas, mais vous pouvez avoir des T-shirts avec cette longue phrase-là dessus. OK? Alors, on va tester les gens dans la cabine en arrière. Alors, vous pouvez en avoir une qui dit « Tout ce que je veux faire est illégal ». OK. Alors, Sherry s'occupe des T-shirts, mais je veux juste vous montrer un peu, vous montrer à quel point c'est simple pour que vous puissiez comprendre. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? C'est vraiment aussi simple que ça. La question, c'est est-ce que j'ai un outil de mesure pour mesurer la biomasse et déterminer? Non. Je vous parle de comment développer ce que Alan Nation appelle l'œil du fermier. Et puis, aller chercher des outils, vous pouvez faire toutes sortes de tests et de calculs, mais en fin de compte, c'est votre œil de fermier. Vous allez pouvoir évaluer à l'œil les jours vaches. Combien de gazon il y a. Parce que le gazon, au début du printemps, qui est très humide, qui a beaucoup d'eau, la vache doit en manger 30 de plus pour être rassasié. Et par exemple, du gazon qui est en sécheresse. La bonne chose d'une sécheresse, c'est que ça concentre les minéraux. Le gazon est sec et concentré en minéraux. Alors, ce qui aurait l'air de gazon de 80 vaches jour au printemps, à la fin du mois d'août, ça pourrait être du gazon de 120 vaches jour. Ça, c'est l'œil du fermier. Il y a tellement de nuances. Et c'est pour ça que c'est important l'essai et l'erreur, de tester. Et quand vous traversez différentes saisons, et vous testez souvent, vous comprenez, par exemple, qu'une vache en lactation, le jour qu'une vache va en vélage, leur consommation augmente de 30 C'est pour ça qu'on ne veut pas que ça arrive avec du foin. Les gens me demandent quand est-ce que vous faites votre vélage, quand les
chevreuils sont en vélage, c'est là que la nature dit que les herbivores doivent mettre bas, est-ce qu'ils font ça en février, en mars? Non. Quand est-ce que les chevreuils ont les petits? Au mois de mai, ici. Chez nous, c'est en avril, mais ici, c'est en mai. Alors, nos veaux sont en retard comparé à ceux des autres. Mais savez-vous quoi? Ce veau est dans des bonnes conditions, sur du bon gazon, avec des belles conditions. Si je dois aider une vache à mettre bas, j'aimerais mieux faire ça en mai qu'en février. Et ce veau va être beaucoup mieux capable de bien se partir. Alors, jour vache par acre, c'est comme ça qu'on mesure, c'est comme ça qu'on établit les choses. Est-ce que vous faites attention au ratio, le résidu, pardon. Oui, merci pour cette question, parce que ça mène bien dans la prochaine partie de la discussion. Alors, vous avez un grand cerveau comme le mien. Je suis très diplomate, bien sûr. Alors, ça mène à la prochaine question. Qu'est-ce qui est du bon pâturage? Combien est-ce qu'on laisse? Et il y a toutes sortes de déformations différentes. Prenez la moitié, gardez la moitié, toutes sortes de choses. Je ne suis pas de ce genre-là, de faire brouter la moitié et de laisser la moitié. Il n'y a personne dans la nature qui mange une demi-plante. S'ils aiment la plante, ils la mangent au complet. OK? Et donc, il y a un équilibre. Voici où je veux en venir. Pensez à un balancier. D'un côté, c'est le gain moyen par jour. On appelle ça gain par animal. De l'autre côté, c'est le gain par acre. OK? Alors, le gain par animal et combien on gagne par acre. Et à mesure que je monte en gain par animal, pour d'avoir de plus en plus de performances de gain à chaque jour, je sacrifie le gain par acre parce qu'ils sont en train de manger très sélectivement la crème. Pourquoi on est payé, les fermiers? Est-ce qu'on est payé pour le gain moyen par jour ou est-ce qu'on est payé pour le gain par acre? J'entends les deux. Comment sommes-nous rémunérés? C'est pour les gains par acre. C'est ce qu'on vend. On vend de l'énergie solaire convertie en viande ou en lait. Et nous travaillons sur une certaine surface de terrain. Cela dit, si on maximise le gain par acre à son plein potentiel, qu'est-ce qui arrive au gain quotidien? Il descend. Et puis, par exemple, il y a un tiers de livres par jour qui s'améliore, puis ça prend des années avant de rattraper nos manques à gagner. En fait, je n'ai pas toutes les réponses, mais il y a un équilibre. Il y a un équilibre agréable entre les gains par acre et les gains par individu. Et ce qui est important, c'est que de maximiser le gain par individu n'aura jamais les bienfaits écologiques que le pâturage est supposé amener. Parce qu'une des grandes beautés, une des choses critiques de cette manière de faire du pâturage un peu à la naturelle, c'est que le processus est non sélectif. Si vous n'avez pas du broutage ou du pâturage non sélectif en cours,
à tout le moins de façon assez routinière, vous allez graduellement perdre vos espèces les plus appétantes parce qu'elles auront été surbroutées et de cela viendront les mauvaises herbes. Alors, nos écologistes de l'Université Virginia Tech nous disent que chez nous, nous avons perdu beaucoup plus de trèfle à cause de certaines façons de plantation, par exemple nos vergers qui ont ombragé les trèfles de la Virginie. Et les trèfles ont passé un mauvais quart d'heure. Et puis, on se rend compte que finalement, ce n'est pas la faute des vaches, parce que les vaches mangent non seulement le trèfle, mais les indésirables poussent aussi. Et puis, en fait, si on revient au fait que le trèfle pousse sous les arbres, il se fait surpasser par les mauvaises herbes. Alors, le point que j'essaie de faire, c'est qu'on ne peut pas faire de broutage sélectif. Et puis, c'est un peu comme marcher sur la corde raide. Sur notre ferme, nous n'essayons pas d'avoir les plus hautes moyennes dans l'industrie, notamment par jour. On est très conscient que la moyenne, par exemple, de 1,5 livre par jour en hiver ou 1 demi-livre par jour en hiver. Et puis, quand justement nos propres bêtes arrivent au printemps, sont un petit peu maigrichons. Mais entre un bœuf et une vache laitière, c'est le gain compensatoire qui fait la différence. Une vache laitière va produire du lait tous les jours. Et puis, si cet animal-là n'est pas bien traité, eh bien, la production laitière diminuera. Par contre, un bœuf peut se permettre de perdre un peu de poids avec le temps, mais ils peuvent se reprendre plus tard. Par exemple, si on a des veaux au printemps qui sont un petit peu trop maigres, nous, on en a eu, par exemple, qui ont pris 4 livres par jour pendant un mois au printemps. Et ça s'appelle des gains compensatoires. Et c'est le gain qui permet le plus grand nombre de revenus. En fait, le gain de poids d'un animal est directement inversement proportionnel au gain par jour. Alors, par exemple, en hiver, si on lui donne des suppléments ou autre chose, on va se rendre compte qu'au printemps, pouf, il ne prendra pas autant de poids. Mais moi, j'ai exactement le même animal qui a seulement pris 1 demi-livre par jour en hiver, arrive au printemps et commence à prendre 4 livres par jour pour le premier mois. À la fin du printemps, on se rend compte que ma vache à moi et la vache de l'autre sont du même poids. Ce qui change, c'est que je n'ai pas eu à payer pour des suppléments pendant l'hiver ou des herbes particulières ou des aliments particuliers en hiver. Moi, mon animal a suivi un cours naturel. Les moyennes n'ont pas été les mêmes, mais l'effet final est à peu près semblable. Alors, on n'a pas toutes les réponses à toutes les questions. Par contre, on peut certainement se poser des questions. Et si c'est le cadeau que vous pourriez avoir de cette conférence, c'est de partir avec beaucoup de questions, on aura eu du succès aujourd'hui. Parce que c'est le voyage qui compte, ce n'est pas la destination. Et je peux vous dire que, pour ma part, je suis toujours en train d'apprendre. J'apprends quelque chose de nouveau à tous les jours. Alors, est-ce que vous avez des questions? Alors, que fait-on pour l'ensemencement? Nous, on n'a jamais ensemencé quoi que ce soit. Jamais, jamais. Les bienfaits?
Laissez-moi aborder la question ainsi. Je ne suis pas en train de dire que je vais vous répondre, mais bon, je vais commencer en disant que, bon, il y a un petit problème, par exemple, dans cette situation, et je demande à tous les gens du gouvernement de ne pas entendre. Nous ne sommes pas le gouvernement. Nous n'avons pas des finances illimitées. On a besoin de faire un profit. Et tout ce que nous avons, c'est un certain nombre de ressources qui peuvent être allouées à quelque chose. Et nous avons également un temps limité. Donc, on a de l'argent et du temps qui sont tous les deux sous des contraintes. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici dans la salle qui réussit à faire absolument tout ce qu'il veut faire? Ben non. Moi, j'ai une liste, par exemple, de choses que je veux faire sur ma ferme, puis on n'a même pas commencé à éliminer des points sur la liste. Mais en vérité, c'est parce qu'on ne peut pas tout faire ce qu'on veut faire. Alors, notre problème, c'est qu'on doit déterminer le chaînon le plus faible. Et c'est ça le vrai problème, parce que mon chaînon le plus faible est différent du vôtre, est différent de celui de la personne à côté de vous, est différent de celui de la table à côté de vous. Et le problème, c'est que si on va à une conférence, par exemple, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est qu'ici, j'ai pas vu de kiosque avec un paquet de gens qui vendent toutes sortes de choses. Vous savez ce dont je parle. Vous allez à une conférence et puis il y a à peu près 20 exposants, 30 exposants qui sont là pour vous vendre des services ou des produits. Et puis, il y a peut-être 15 personnes qui vendent des engrais ou des choses au niveau de la fertilité. Il y en a un autre qui vend des trucs en fonction du fumier, un autre qui vend des minéraux. Et bon, tout est là. Tout est disponible chez les exposants. Vous allez vous promener, vous allez voir ce qui se passe, vous avez amené votre conjoint ou votre conjointe, et puis vous savez que vous avez, bon, OK, un budget d'à peu près 10 000 $ que vous pouvez investir sur la ferme pour améliorer les choses. Par exemple, au niveau d'une fertilité, que ce soit l'ensemencement. Donc, OK, on a 10 000 $ à dépenser. Alors, on va voir tous nos exposants. Puis là, peut-être qu'il y en a un qui a vraiment un type de graine là, qui est vraiment absolument formidable. Et puis, on ramasse les dépliants, les informations, les rapports. Puis probablement que vous avez reçu un sac avec un logo, puis dans votre sac, vous mettez tout ce que vous ramassez dans ces kiosques, et puis peut-être que vous restez assez longtemps pour voir les petites vidéos de 2 minutes, de l'équipement en particulier ou du matériel, et puis là, tout d'un coup, waouh, on voit ces cultures merveilleuses. Et puis là, vous avez les petits points clés. Alors, l'arrangeur fixateur ABCDEF, en comparaison à une pièce d'équipement contrôle, d'essai, bien finalement, ce à quoi on compare, c'est pas grand-chose. C'est le produit qui est vendu en comparaison à... Point d'interrogation. Et puis là, ben, vous rentrez à votre chambre d'hôtel avec votre conjoint-conjointe, vos 15 brochures et dépliants, et puis vous ouvrez tout ça sur le lit, et puis là, vous regardez tout ça, puis là, vous vous grattez un petit peu le front, puis vous dites, ben là, qu'est-ce qu'on fait? On va investir où? Puis finalement, il y en a un des deux qui dit, hey, ben tu sais, là, hey, moi, j'aimais le gars au kiosque numéro 25. Il était vraiment sympathique. Puis c'est ça qu'on va acheter. C'est pas vrai que c'est comme ça que vous prenez des décisions? Hein? Alors, n'est-ce pas une démarche très scientifique? Et quelqu'un qui a répondu, oui, en effet, démarche scientifique. Non, c'est pas scientifique du tout. Et donc, le problème, c'est
comment identifier mon chaînon le plus faible? Parce qu'il y a un million de choses sur lesquelles on pourrait dépenser notre argent et notre temps. Par exemple, est-ce que je fais des tests du sol? Non, j'en fais pas. Bon, ben coudonc, j'en fais pas. Je sais ce que ça prend pour avoir des sols en santé. Alors, plutôt que de prendre des tests, j'aime mieux aller travailler sur des arbres qui vont produire encore un meilleur compost. Parce que je sais que mes arbres, le temps passé sur mes arbres est un meilleur investissement de mon temps. Par contre, le marketing, j'ai besoin de le faire. Alors, plutôt que de faire des tests de sol que je sais en santé, faudrait peut-être que j'aille voir les gens en ville dans ma communauté pour savoir qui est-ce qui peut m'aider avec mon marketing, qui est-ce qui a les diètes keto, qui est-ce qui fait des conférences paléo, qui est-ce qui fait ceci, cela. Faudrait peut-être que je sorte un autre chef pour dîner. Adore. En fait, est-ce que vous me suivez dans mon raisonnement? On a tous un chaînon manquant différent. Et là où on se prend parfois la tête, c'est où devrais-je mettre mon temps et mon argent pour avoir la meilleure réaction possible. Et je n'ai pas de réponse à vous donner. Je ne peux pas vous la donner, cette réponse-là. Mais ce que je peux vous dire, c'est que pour moi, et selon mon expérience, très rarement, est-ce que le fait d'ensemencer en trop est un chaînon faible. Ça n'arrive pas souvent. Probablement, c'est des problèmes de gestion, des connaissances, ou pas assez de clôture, ou peut-être trop brouté ou dans un certain endroit du terrain. Par exemple, on a 1000 têtes en 4 groupes et puis sur 1400 acres. Et puis, oui, ça tourne à tous les jours, mais si on regarde au fil du temps, l'année passée, on a commencé dans le champ numéro A. Cette année-ci, on veut commencer dans le champ F pour que ABCDE puisse se déployer avec l'énergie du printemps. Et puis, donc, on va commencer à F. Puis là, je perds mon ordre de l'alphabet. E, F, G, H, I, J, K. Bon. Puis après ça, on va à M. Puis l'année d'après, on va commencer à N. Est-ce que vous me suivez? Puis là, l'année passée, on a fait FNX pour le foin. Cette année, ils vont servir de pâturage. Et puis J, N et Z vont servir à brouter. Alors, tout ça, peut-être que vous connaissez M. Brown, ce qu'il dit dans son livre. Quoi que vous faites, faites quelque chose de différent l'année qui suit. Et il y a beaucoup de sagesse là-dedans. La nature aime les changements. Elle aime qu'on fasse des choses différentes. Elle aime des animaux qui viennent à différents moments, des tempêtes à différents moments, des blizzards à différents moments, des inondations à différents moments. La nature se caractérise par toutes sortes de choses variées et différentes. Et si nous, dans une année, dans un système qui continue sur plusieurs années, on favorise la diversité, on favorise différentes sortes de plantes qui, naturellement, se répandent dans nos champs, et puis on fait notre barque de ferme, on la fait tanguer de gauche et à droite, c'est ça qui marche. Parce qu'on a peut-être commencé avec 20 sortes d'herbes, et puis après 2, 3, 4 ans, il y en a 30, il y en a 40, il y en a 50. Qui ici connaît... J'étais à Philadelphie hier, et puis il y a un gars qui vient me voir à l'aéroport, puis qui me dit... Sébastien Andrews. Le connaissez-vous? Et donc, on a eu une très belle discussion.
Et quand j'entends quelque chose de bon, j'essaie de le recycler rapidement et de le transmettre rapidement. Puis ce qu'il m'a dit, il me regarde, il dit, « Ce qu'on a besoin de faire, là, c'est une guerre contre le vide. » Et je l'ai regardé, j'ai dit, « OK, de quoi il parle? » Puis là, il m'a dit, « Bien, l'agriculture se concerne du vide. Une espèce, A ou B. » Puis il y a beaucoup de vide et d'espace dans nos terrains. Il n'y a même pas beaucoup de monde à la campagne. Nous, on a besoin de se mettre à la contre-attaque pour remplir l'espace dans les sols, remplir nos campagnes, remplir notre économie agricole avec des gens. Puis je trouvais que... Là, je m'écoutais, bon, qu'est-ce qu'il me dit qui est super? Ben moi, je trouve que la guerre contre le vide dont il m'a parlé hier, ben il y a quelque chose d'intéressant à aller chercher là. Il y a quelque chose de sage. Je veux être celui qui remplit. Est-ce que vous me suivez? OK. Bon. Parlons maintenant de prendre votre ferme pour que cela vous donne ce qu'il faut pour vivre, un salaire à temps complet. Alors là, je vais faire un peu du remue-ménage. Je vais vous donner différentes choses auxquelles vous pourriez penser. D'abord, ne soyez pas propriétaire. C'est pourquoi vous avez une entreprise. Quand on commence une entreprise, c'est l'entreprise qui devient propriétaire. Ainsi, vous pouvez venir à une conférence, puis ça devient des dépenses d'entreprise, par exemple. Et donc, une des meilleures raisons pour avoir une entreprise agricole, c'est d'avoir une compagnie qui vous permet d'utiliser des dépenses sans avoir à payer des taxes. Et les dettes deviennent un facteur d'amélioration. Ne l'utilisez pas pour quelque chose qui ne se transformera pas. En affaires, si vous avez une dette, elle devrait se payer en moins de 3 ans. C'est-à-dire que vous allez faire de l'argent et rembourser votre dette à moins de 3 ans, n'hésitez pas. Si c'est 4 ou 5 ans, ça commence à être gris. Et si ça va prendre plus que 6, oubliez ça. Oubliez ça. C'est une bonne façon de voir les choses parce qu'on ne veut pas traîner de la dette trop longtemps. Deuxièmement, fonction, c'est plus important que la forme. Alors, Alan Nation disait « Toutes les fermes profitables ont un aspect minimaliste. » À moins que vous faites quelque chose pour les événements, un espace pour les événements. Si vous voulez avoir un espace événementiel, on ne peut pas que ce soit minimaliste, mais si ça nous donne des flux d'argent avec des événements pour investir, pour avoir un beau gazebo ou un bel aménagement paysager quelque part sur la ferme, mais généralement, pensez à la fonction beaucoup plus que la forme. Alors, on se perd dans l'esthétique souvent. On essaye de faire beau au lieu de faire fonctionnel. La fonction, c'est plus important que la forme. Testez avant de vous lancer. Rappelez-vous, les prototypes embryonnaires autour dans notre ferme, souvent en affaires aujourd'hui, quelqu'un a une idée. Et la première question, c'est incroyable à quel point on peut faire ça gros. Dans notre ferme, la première question sur une idée, c'est « OK, c'est cool. À quel point on peut faire ça simple? » L'innovation fonctionne toujours mieux avec des prototypes embryonnaires. Et donc, on revient à lutter avec... Qu'est-ce qu'on veut accomplir? Les gens me demandent, qu'est-ce que je devrais produire? Produisez ce que vous pouvez manger, ce que vous aimez manger. Parce que si vous ne vendez pas, vous pouvez au moins vous nourrir. Alors, c'est comme ça. Et si vous voulez essayer quelque chose, ne l'essayez pas à grande échelle. Essayez-le très petit.
Une des choses les plus folles que j'ai jamais vues, on a loué cette ferme d'un gars et il essayait de faire profiter sa ferme. Et on avait des veaux et il parlait de combien on peut faire d'argent par acre avec de l'autocueillette de fraises. Et il a lu des articles sur des gens qui étaient très bons avec l'autocueillette. Et c'était 20 000 $ par acre. Eh bien, ce gars-là n'a jamais fait pousser de fraises dans sa vie. Il ne connaît pas les fraises. Et il plante 5 acres de fraises. Il a tout perdu. Il a tout perdu, ses fraises. Ça n'a pas fonctionné. C'est devenu des mauvaises herbes et c'était désastreux. Ne faites pas ça. Si vous voulez faire pousser des fraises, commencez avec 20 plants. Jouez avec. Essayez des choses. On veut des prototypes embryonnaires. On veut commencer petit. Parce que si ça ne fonctionne pas à petite échelle, quand vous voulez étendre votre projet, ça va tomber à l'eau. Alors, essayez des choses, ça coûte cher. Copier les autres, c'est beaucoup plus facile. Une des choses les plus importantes pour ceux qui veulent commencer en agriculture, c'est qu'ils veulent une ménagerie. J'aime ça, une ménagerie. J'aimerais avoir une variété d'animaux et de plantes. Mais rappelez-vous, essayer de nouvelles choses, ça coûte cher. Apprendre, ça coûte cher. Et donc, mon conseil, c'est toujours soyez très bon dans une chose. Et quand c'est profitable et que vous le faites bien et que vous maîtrisez cette chose-là, ça va vous donner de l'argent pour la prochaine chose. Ce qui arrive, c'est qu'on arrive dans des petites fermes, et moi, ce qui m'intéresse, c'est les carottes, les vaches, le miel, les moutons et les poules, et on essaye de faire plein de choses, et rien ne fonctionne bien. Tout fonctionne à moitié. Et moi, ce que je dis, c'est que si je viens visiter votre ferme et vous devez vous excuser plus qu'une fois durant ma visite, il y a quelque chose qui ne marche pas. Peut-être que vous devez vous excuser une fois pour quelque chose, mais pas 2, 3, 4, 5 fois. J'étais dans plein de fermes que toute la visite, c'est une excuse après l'autre. Ah, je fais pas ça bien, ça va pas bien, ça va pas bien. Mais arrêtez de faire tout ça et faites une chose bien. Faites une chose, concentrez-vous sur une chose et maîtrisez cette chose, et ensuite ajoutez d'autres choses. Tirez profit de vos talents. Faites bien ce que vous faites et achetez le reste. OK? Je suis un gros croyant en l'interdépendance mutuelle. Vous n'êtes pas obligé d'être autosuffisant. Travaillez avec votre communauté. Collaborez avec les autres pour faire ce que vous faites moins bien. Généralement, les gens qui font de la culture de plantes et d'animaux, c'est des gens différents. C'est pas très souvent qu'un super bon horticulteur est super bon pour élever des animaux. En fait, dans la végétation, il y a même de la spécialisation. Les annuels et les vivaces et les légumes et les autres, les fruits, les vergers, c'est tout différent. Alors, tirez profit de vos talents et oubliez le reste. Et travaillez avec ceux qui sont bons dans ce que vous n'êtes pas bon. Et donc, utilisez cette interdépendance. Alliez-vous avec les gens qui ont des forces différentes. Des fois, on veut être autosuffisant, tellement autosuffisant, et on veut tout faire nous-mêmes, qu'on finit par perdre beaucoup de temps sur des choses qu'on n'est pas vraiment... On n'est pas en amour avec ces choses-là. On n'aime pas ces choses-là, mais on veut être autosuffisant et on veut faire pousser tout par nous-mêmes. Non, faites pousser ce que vous aimez et achetez le reste. Et si vous faites les choses dans lesquelles vous êtes bon, il vous restera de l'argent pour payer les autres choses. Donc, les cadeaux et les talents, différents talents, poussent sur différents arbres. Et donc, si vous essayez de tout faire, incluant les choses dans lesquelles vous n'êtes pas bon,
vous obstruez un voisin qui aime faire cette chose et qui est bon là-dedans, et lui, il a moins d'occasions de faire pousser sa passion, nourrir sa passion à lui. Vous compétitionnez avec ce voisin là-dessus et vous n'êtes même pas bon là-dedans. Alors, pensez à l'interdépendance mutuelle, OK? Alors, la maîtrise, ça demande de la persévérance. C'est quoi la clé de votre succès? Ben, c'est parce qu'on n'a jamais voulu arrêter. Je ne suis pas super intelligent, c'est juste qu'on a trop la tête dure et on ne veut pas arrêter. Souvent, le succès, c'est juste de continuer à travailler et de persévérer. Et rappelez-vous la courbe Peter Drucker. On arrive là et là, on a une baisse de performance et là, on commence à améliorer et à avoir une maîtrise. Et du point d'entrée à la maîtrise, c'est de 3 à 5 ans. C'est la courbe d'apprentissage Peter Drucker, 3 à 5 ans. Il y a une baisse initiale. Quand est-ce que les gens abandonnent? Dans le bas du cycle, juste avant que les choses commencent à s'améliorer. C'est là que les gens abandonnent. Rappelez-vous, il fait noir avant l'aube. Alors, restez persévérant. Gardez le cap une autre année. Et vous allez voir, les choses vont commencer à changer et le destin va changer. Vous allez aller vers la maîtrise. Persévérer. Ensuite, établir des priorités sur les coûts des écoulements. Est-ce que ces mauvaises herbes vraiment vous coûtent quelque chose? On se bat contre des choses qui ne sont pas signifiantes et on ne s'occupe pas des gros problèmes d'argent, de temps, planter les bonnes choses alors au bon moment. Et donc, le point que je veux amener, c'est quelles sont vos défaillances. Et en passant, je veux juste parler de ça un instant. La plupart d'entre nous, dans nos fermes, ce n'est pas des entreprises à une personne. C'est des équipes de 2, 3, 4, si les enfants ou les autres membres de la famille participent. Tout le monde regarde une situation avec un angle différent. Tout le monde. Et donc, une des choses les plus efficaces chez nous qu'on fait, surtout maintenant qu'on est multigénérationnel avec des enfants, des petits-enfants, c'est que quand on regarde un problème, c'est qu'on appelle une session de remue-ménage. On pose une question et on fait du remue-ménage. Il y a des règlements pour une bonne session de remue-ménage. C'est quoi le règlement? Personne ne met au défi l'idée de l'autre. On sépare le remue-ménage de l'analyse. OK? Ce qui arrive dans le remue-ménage, c'est que les gens ont peur de dire des choses folles et qu'ils vont se faire attaquer, ils vont se traiter de stupides parce que ils vont se la fermer, ils ne diront pas leurs idées. Alors, dans son livre Wonderful Farm, Bill Hartman dit qu'une des plus grosses défaillances à la ferme, c'est le manque d'occasion d'écouter l'idée de tout le monde. Alors, on a les fermiers, on est fragile émotionnellement, on est sensible. Même si on est des gens forts, même si on est solide généralement, mais on n'aime pas être mis au défi. On est sensible en dedans. Et si l'idée de quelqu'un d'autre met au défi la nôtre ou change notre perception des choses, on va vendre le tracteur. Et donc, une session de remue-ménage, c'est une session spéciale qu'on appelle pour capturer toutes les idées. Et l'idée, c'est que toutes les idées sur la table, tout le monde contribue une idée parce qu'on a une question commune. Tout le monde doit amener son point de vue et on met tout ça sur la table et les idées de tout le monde sont reconnues. C'est peut-être une mauvaise idée, mais tout le monde dit que c'est une bonne idée. On s'encourage et on sépare le remue-ménage avec la session d'analyse des idées. Et ça nous permet de créer un espace pour que les idées puissent germiner et avoir la chance de fleurir. Alors, pour certains d'entre vous, juste ça,
ça vaut la journée aujourd'hui. Parce qu'on a de la misère dans nos familles, surtout avec la famille. C'est personnel et lui est fou, ou l'autre ne sait pas trop de quoi il parle. Et moi, j'aime pas les idées de lui. Et on est pris avec eux. C'est notre famille. On ne peut pas s'échapper de ça. Et on a de la misère avec ça, OK? Et donc, il faut travailler à créer des plateformes ou des espaces pour que tout le monde puisse s'exprimer. Les investissements en capital requièrent un apport annuel, des structures multi-utilisation, des machines qui font plusieurs choses. Ensuite, mettez votre attention sur ce qui vous donne le plus de résultats pour vos efforts. Je suggérerais que souvent, aller au marché fermier ne nous aide pas. Faire des marchés publics, mon règlement, c'est que si vous êtes dans le légumes, si vous n'amenez pas 1 000 $ par journée de marché public, si vous allez faire 50, vous pouvez faire 50 semaines de marketing au lieu d'aller au marché public. Et si vous êtes en production animale, c'est 3 000 $ par jour au marché. Si vous ne faites pas ça, vous êtes mieux de faire autre chose. Le flux de trésorerie, le flux d'argent, c'est important. Vendre quelque chose à tous les jours et ajouter des entreprises seulement pour aider une question de revenus ou de temps. Vous pouvez prendre un calendrier janvier-décembre et tirer un flux d'argent. Il y aura des pics et des vallées de revenus au courant de l'année. L'idée, c'est de vous demander qu'est-ce que je peux faire durant les périodes creuses pour que je puisse égaliser mon revenu. Vous pouvez le faire avec le flux de trésorerie, mais aussi avec votre temps et votre travail. Et donc, si votre mois le plus occupé, c'est le mois de mai, vous ne voulez pas ajouter une autre entreprise dans laquelle c'est occupé au mois de mai. Si votre flux de travail montre que c'est le mois d'août qui est tranquille, pensez à quelque chose qui va demander du temps au mois d'août. Comprenez-vous? Alors, ajoutez des entreprises, des choses stratégiques qui s'agencent avec nos pics et nos vallées. Diversifier la clientèle en offrant différents types de produits. Alors, vous pouvez prendre un produit transformé qui est haut de gamme. Par exemple, on avait de la misère avec les coups de poule et le dos de la poule. Et on avait une compagnie de soupe et maintenant, ils font une marque de soupe et du bouillon de poulet avec des contenants que l'on vend. Et on a de la misère à le tenir en stock. Et ça se vend très bien. Et on peut tirer profit de ces éléments qui seraient gaspillés. Donc, souvent, un bon revenu, ce n'est pas en augmentant le prix de produits haut de gamme, parce qu'il y a toujours des bons prix pour un produit plus haut de gamme. Votre bœuf haut de gamme, il y a toujours un bon prix pour ça. Mais qu'est-ce qui arrive avec les coupes moins intéressantes? Si vous pouvez faire des saucisses ou de la viande hachée ou que vous pouvez vendre à bon prix, ça, souvent, c'est un meilleur revenu. Pensez aussi à de la nourriture prête à manger, legs versus commodité, en vrac ou pas. Ce veau, on a le corde autour, on essaie d'amener le veau et il se barre les pattes. C'est comme ça qu'on avait des pièces de poulet. Je vais acheter un poulet, mais je ne sais pas quoi faire avec tout le poulet. Moi, je veux juste la poitrine. Il y a 50 ans, on ne pouvait pas acheter juste la poitrine dans un magasin. Si vous vouliez de la poitrine, vous achetez le poulet au complet, vous amenez un couteau chez vous, à la maison, et vous découpez votre poulet. Aujourd'hui, la moitié de nos poulets ne savent même pas qu'un poulet a des os. Ils pensent que les poules naissent sans os et que c'est des poules avec juste de la poitrine, pas d'os. On a commencé depuis longtemps, on a vu l'érosion
de connaissances et d'intérêt et de capacité culinaire qui est en déclin à travers les années. Et j'achèterais un poulet, mais je ne sais pas quoi faire avec le reste du poulet, seulement les poitrines. Et donc, on a dit, OK, on va le faire. La première année qu'on a fait ça, on a fait 20 000 $ additionnels sur le poulet sans augmenter notre production. C'est de la valeur ajoutée. Alors, on n'a pas ajouté un autre produit, on prenait quelque chose qu'on avait déjà et on a ajouté de la valeur dedans. Et donc, si vous avez un camion un food truck et vendre des sandwichs au poulet, vous pouvez faire un autre 50 000. Alors, pensez à comment vous pouvez prendre votre production et ajouter de la valeur et amener ça à un autre niveau. Des études de temps-émotion. Alors, vous devez faire des études de temps et de motion. C'est comme ça qu'on trouve la valeur des choses pour qu'on puisse développer des partenariats. Alors, on a des sous-contractants, des partenaires qui ne sont pas employés, mais ils font du travail autonome. Alors, ils déplacent des vaches, ils déplacent des cochons, ils s'occupent du poulet à chair, des poules pondeuses, mais ils ne sont pas en salaire. On n'a aucun employé payé au salaire. Je pense que payer quelqu'un à l'heure, c'est mal parce que ça crée de la tension entre le gérant et l'ouvrier. On aime le salaire avec bonus ou on aime le travail à la performance. Alors, comment est-ce qu'on sait c'est quoi la valeur de s'occuper d'une douzaine d'œufs? Ou qu'est-ce qu'on connaît la valeur d'élever un poulet? Et c'est quoi la valeur de ça? Tout ça est fait avec des études de temps et de motion. Donc, vous avez une montre, vous amenez le chronomètre et vous mesurez combien de temps ça prend pour 30 douzaines d'œufs, combien de temps ça prend de déplacer un troupeau de vaches, combien de temps ça prend pour déplacer X nombre de cochons. Et vous créez combien de temps ça prend pour déplacer 75 poules. Et alors, avec ces études, on détermine combien de temps ça prend et on crée de la valeur, une valeur pour toutes les activités. Et à mesure qu'on a de la croissance, on peut avoir des partenaires et on sait quelle valeur ils amènent. Alors, pendant que nous, on fait notre travail, on bâtit notre marque et on développe de nouvelles choses excitantes pour nous, les autres éléments peuvent être faits par vos partenaires, mais vous connaissez la valeur et comme ça, ils sont bien rémunérés et vous leur payez de manière juste et ils vous donnent une bonne valeur pour votre argent aussi. Alors, il y a deux façons d'augmenter le profit. Un, c'est d'augmenter vos marges et la deuxième, c'est d'augmenter votre roulement. Il y a deux façons d'augmenter nos marges. Vous pouvez augmenter vos prix ou vous pouvez baisser vos coûts de production, le coût des biens que vous vendez. Alors, je vraiment apprécié la présentation cet après-midi sur acheter les veaux. Et c'est intéressant pour moi, pas de vaches, tous les veaux arrivent et je peux voir la tension dans le groupe. Vous devriez avoir des vaches, blablabla. Mais rappelez-vous, la beauté de ne pas avoir les vaches, c'est qu'il n'y a pas d'animaux qui sont en train de perdre la valeur. C'est toujours des animaux qui prennent en valeur. Et le roulement tourne, le rendement tourne. Et par exemple, dans notre cas, alors comme nous louons beaucoup de terrain, on peut faire grandir un veau beaucoup plus qu'on a à meilleur profit que si on l'achetait. Mais souvent, c'est encore mieux de pouvoir rouler 3 veaux plutôt qu'un avec la vache. Est-ce que vous comprenez? Puis finalement, qu'est-ce qu'on fait là entre mes deux présentations? Est-ce que je fais juste changer de vitesse ou OK. Bon. La dernière chose que je veux vous dire à ce sujet, c'est souvenez-vous de la grande différence qui existe entre efficacité et efficience. Il y a une très grande différence entre l'efficacité et l'efficience. Et plusieurs d'entre nous, et je plaide coupable, nous devenons
très, très efficace aux choses pour lesquelles ça ne sert pas à grand-chose. Par exemple, si vous savez conduire de manière exemplaire sur l'autoroute, mais que vous allez dans la mauvaise direction, même si vous êtes un chauffeur père, hey, regarde-moi aller sur la route, check ma vitesse. Mais si au lieu d'aller vers Québec, comme vous vouliez faire, vous êtes le nez vers les États-Unis, c'est pas super. Coupable. Je plaide coupable. Et on sait qu'on aime, par exemple, monter nos vaches, être efficace. Hey, moi, je vais être efficace avec mes vaches. Mais en fait, il y a un jeu de mots en anglais sur le mot efficace. En fait, je me souviens plutôt d'une présentation où on parlait de force, de faiblesse et des éléments menaçants. Alors, en fait, on parle de menace, M dans menace. C'est comme quand je suis arrivée à Philadelphie hier, puis on va aller dans le terminal F. F pour Philadelphie. Alors, avez-vous des questions? Alors là, je vous ai parlé vraiment en 4e vitesse. Pardonnez-moi. J'espère que vous avez quand même bien suivi et que vous avez trouvé ça intéressant. Je prends maintenant des questions. Alors, dans un contrat à long terme, est-ce qu'on devrait louer? Si vous pouviez louer pour 100 ans, OK, mais peut-être que le mieux que vous puissiez faire, c'est 5 ans, parfois 10 ans. Mais laissez-moi vous dire, en fait, que quand on loue une ferme, on a besoin de la développer parce qu'on va bouger les vaches à tous les jours. On a besoin d'installer des conduits d'eau, des clôtures, faire mettre un étang peut-être, une pompe, tout ce qu'on a à faire. On sait qu'il y a beaucoup de choses à faire et puis il y a quand même un petit risque à faire tout ça sur un terrain dont on n'est pas propriétaire. Alors nous, ce qu'on fait, c'est qu'on loue, mais on indique bien qu'on a 365 jours pour faire de la capitalisation non portable nécessaire pour la développer, pour qu'on puisse faire le travail qu'on a à faire. Et on paye pour ce droit d'installer des choses sur le terrain. Mais si au bout d'un an, et on garde tous nos reçus, par exemple pour les conduites d'eau, pour l'excavation, pour tout ce qu'on a fait sur le terrain. Et si après un an, il y a l'appendice A qui décrit dans tous les détails qu'il y a un amortissement de 10 ans qui sera à faire par le propriétaire. Donc, si on est là pendant 10 ans, après 10 ans, on est kiff-kiff. Mais si, à l'intérieur d'une période de 10 ans, mon contrat de location est brisé, le propriétaire doit nous rembourser la portion non amortie de cet investissement capital. Donc, par exemple, si nous avons dépensé 10 000 juste pour les fins de l'exemple, donc 1 000 par année. Alors, si par exemple, après 6 ans, on s'en va, bien, il y a 4 000 qui doit nous être remboursé par le propriétaire du terrain pour du capital que nous avons investi dans son terrain pour lequel on n'a pas pu, nous, avoir le rendement complet. Alors, ce genre d'accord nous a très bien servi parce qu'il n'y a personne qui veut se retrouver avec des dépenses. C'est sûr qu'on garantit d'une certaine façon nos locations de terrain jusqu'à 10 ans, même si sur papier, c'est 5 ans. Et si vous êtes en mesure d'avoir 15 ou 20 ans, nous, ça nous est déjà arrivé d'avoir 20 ans. On avait un propriétaire et puis ils ne devaient pas réfléchir trop, mais ils ont signé pour 20 ans.
Mais ce que je viens de vous expliquer, c'est comment on deal justement avec comment on gère nos dépenses en investissement. Alors, pour quelqu'un qui travaille à temps partiel, je vous ai entendu parler de slippage, quand vous savez que, plus précisément, quand est-ce qu'on sait qu'on laisse son emploi pour aller sur la ferme? Vous lâchez votre job en ville 1 minute avant votre heure de décès. Donc, si vous travaillez 120 heures par semaine avant de faire un move ou avant de bouger, c'est à ce moment-là, à la dernière minute, que vous laissez aller les choses. Non, je réalise que vous n'aimez peut-être pas tout à fait mon sens de l'humour, mais sachez que j'aime la stabilité. Nous vivions de manière très, très économe et dans nos premières 2 années de mariage, on a été en mesure d'économiser suffisamment d'argent afin de vivre pendant 1 an sans travailler, parce qu'on réussissait à vivre pour 300 $ par mois. On avait une voiture qui nous coûtait 50 $ par mois, ou on n'avait pas de télévision. On n'en a toujours pas aujourd'hui, d'ailleurs. On n'allait pas en voyage, on ne sortait pas au restaurant, rien. Vraiment, le strict minimum, la simplicité volontaire, 300 $ par mois. On n'avait pas des grands besoins. Et donc, on en avait assez pour faire le saut. Et on en avait assez pour prévoir un petit peu plus à long terme. Mais j'ai réalisé aussi que je pouvais très, très facilement retourner sur le marché du travail. Je pouvais aller laver de la vaisselle au restaurant, puis après 6 mois, je pouvais devenir gestionnaire au restaurant. C'est pas nécessairement quelque chose à mon sujet, c'est juste qu'on sait que le monde du travail, si on travaille bien, on va monter les échelons. Et vous savez comme moi qu'on peut avancer assez rapidement. Et quand j'ai réalisé, en fait, le degré à quel point je pouvais facilement gagner ma vie par ailleurs, ça a fait tomber les chaînes en or. Alors, en 1982, à l'automne, on était en mesure de pouvoir être sur place à chaque fois qu'on avait un veau qui naissait, pour chaque nouvel arbre qui poussait. On était là, on était sur place. Et tout ce qu'on avait à faire, c'était de mettre de l'essence dans la voiture 1 fois par mois. Pour le reste, tout était couvert. Et c'est sûr que ça a été difficile pour un bout. Ça nous a pris à peu près 3 ans. Puis finalement, on s'est dit après 3 ans, « Hey, sais-tu, je pense qu'on va passer à travers. » Mais on avait un rêve. Et aujourd'hui, nous profitons toujours de la frugalité de ces premières années qui continue aussi à caractériser un peu notre mode de vie. Alors, une autre question. J'ai vraiment beaucoup aimé ce que vous parliez et ce que vous disiez au sujet de l'efficacité par rapport à l'efficience. Alors, par exemple, en tant que fermier, nous sommes très bons sur nos fermes, mais quand il s'agit de faire du marketing, de gérer des employés, c'est là qu'il y a peut-être un point où on se dit, je ne suis pas très bon dans telle affaire. Est-ce que je peux me former à ce qui est faible pour moi, ou s'il vaut mieux engager quelqu'un d'autre? En fait, c'est un point d'interrogation que j'ai. C'est une très, très bonne question. C'est là que vous devez savoir la valeur des choses. Et un des plus gros problèmes que nous avons en tant que fermiers, c'est qu'on ne donne pas une grande valeur. On a de la difficulté à établir la valeur des choses. Par exemple, 30 vaches, une demi-journée au printemps où ils cherchent ces vaches qui se sont éparpillées,
Il n'y a pas un fermier qui va dire « Hey, ça fait 3 heures que je suis dans le champ, c'est à 20 de l'heure, c'est 60 de temps perdu à aller courir après mes vaches. » Non, il n'y a pas personne qui calcule comme ça. Vous le savez. Ce qu'on fait, c'est qu'on joue avec les nombres. Puis si vous ne jouez pas avec les nombres puis avec les dollars, le temps, par exemple. Prenons de la comptabilité. Ma femme fait tout le travail comptable de la ferme et elle garde des statistiques au niveau du temps et nous la payons le tarif que nous paierons quelqu'un qui me remplacerait. Si demain matin, elle disparaissait, ça coûterait combien pour la remplacer? Bien, c'est ça qu'on lui donne. Sinon, ben, on se fourre le doigt dans l'œil. Et les fermiers oublient parfois de penser ainsi. Et donc, on se compte un petit peu des petits mensonges par rapport au coût réel. Et quand on a besoin d'engager quelqu'un, parce que pour une raison ou pour une autre, on ne peut pas le faire soi-même, ben, on est submergé par les dépenses parce que on n'avait pas attribué la véritable valeur au travail qui est fait autour de nous. Alors, je ne sais pas si je vous donne des pistes en faisant ça. Alors, nous, par exemple, sur notre ferme, ils sont payés ce qui serait payé si il fallait les remplacer le lendemain. Mais nous, en tant que gestionnaire de ferme, on oublie effectivement de nous attribuer une valeur raisonnable. Alors nous, par exemple, tous nos vendeurs, 5 de commission sur toutes leurs ventes, sans contredit. Et quand on regarde des marges et on surveille nos marges, par exemple sur un poulet, le 5 de commission, bon, par exemple 15 par poulet, ça fait 75 sous de commission. Bien, ça, il faut aussi le calculer en fonction de toutes nos dépenses. Et puis, il a fallu qu'on fasse quelques petits calculs savants pour en arriver à constater que, il y a des choses qu'il faut payer dans la vie.